Comment est-ce que la présidence des États-Unis peut se transformer en un véritable business? C'est un peu la question centrale qu'on va explorer aujourd'hui en plongeant dans les coulisses de la fortune de Donald Trump. On va voir qu'entre l'immobilier, la diplomatie et même les crypto-monnaies, eh bien son mandat a complètement redéfini la frontière entre ce qui relève de l'intérêt public et des profits privés. Alors, accrochez-vous bien aux chiffres, 1,6 milliard de dollars. C'est le montant colossal des revenus extérieurs générés par Donald Trump pendant son premier mandat. Et attention, là on ne parle pas de son salaire de président, hein. Non, on parle de toute autre chose, d'une fusion qu'on n'avait jamais vraiment vue à ce point entre la plus haute fonction de l'État et des intérêts purement privés. Pour bien comprendre comment on en est arrivé là, il faut faire un petit retour en arrière. Donald Trump, évidemment, était déjà très riche avant d'être président. Une grande partie de sa fortune vient de l'empire immobilier de son père, dont il aurait hérité l'équivalent de 413 millions de dollars. Il a ensuite bâti sa propre marque, les hôtels de luxe, la télé-réalité, tout ça. Mais son arrivée à la Maison-Blanche, ça a ouvert un champ des possibles financiers complètement nouveau. Alors, comment est-ce qu'on transforme la présidence en un business florissant? Eh bien, la toute première étape, ça a été de s'attaquer aux règles du jeu, c'est-à-dire affaiblir les garde-fous éthiques qui sont là précisément pour empêcher ce genre de mélange. Donc la grande question, c'est ça. Comment la Maison-Blanche a-t-elle pu devenir une telle machine à cash? Pour ça, il fallait d'abord préparer le terrain. Et la méthode, c'était une série d'actions très stratégiques pour en fait démanteler tous les contrôles. Le tout premier verrou qui a sauté, c'est ce qu'on appelle le blind trust. Normalement, c'est simple, un président confie la gestion de ses biens à un tiers, quelqu'un d'indépendant, pour éviter les conflits d'intérêts. C'est la base. Mais Trump, lui, a refusé. Il a préféré confier la gestion à ses fils, tout en restant le bénéficiaire direct des profits. Le lien financier avec ces entreprises n'a donc, en réalité, jamais été coupé. Et ensuite, pour avoir les mains vraiment libres, il a fallu affaiblir les contrôles. Une douzaine d'inspecteurs généraux, dont le boulot est de surveiller les fraudes, ont été licenciés. Une loi très importante qui interdit les pots de vin à l'étranger a été suspendue. Et même l'unité qui luttait contre la fraude aux crypto-monnaies a été dissoute. En clair, le terrain était prêt. Une fois que les règles ont été bien assouplies, place aux affaires, on va dire plus traditionnelles. On va voir comment les hôtels et les clubs de golf de Trump sont devenus les nouveaux salons du pouvoir et bien sûr du profit. Mar-a-Lago, sa fameuse résidence en Floride, c'est l'exemple parfait. C'est un peu devenu la Maison-Blanche d'hiver. Et regardez bien ça. Juste après son élection, les droits d'entrée pour y devenir membre ont tout simplement doublé. On est passé de 100 000 à 200 000 dollars. En gros, devenir membre, c'était s'acheter un accès privilégié à l'entourage du président et donc, d'une certaine manière, un accès au pouvoir. Et l'étape d'après est encore plus parlante. C'est la création d'un club privé dont le nom à lui seul sème la confusion. L'Executive Branch, c'est-à-dire le pouvoir exécutif. Pour 500 000 dollars, des lobbyistes, des diplomates peuvent côtoyer les proches du pouvoir. Et comme c'est une entreprise privée cofondée par son fils, les bénéfices retombent directement dans le giron familial. Mais le business Trump, évidemment, ne s'arrête pas aux frontières des États-Unis. À l'international, la ligne de démarcation entre la diplomatie et les affaires personnelles est devenue particulièrement floue. Pendant sa présidence, on voit que la Trump Organization accélère ses projets à l'étranger. Au Qatar, par exemple, un complexe de luxe est lancé avec un fonds lié à l'État, pile au moment où il y a des discussions officielles entre les deux pays. Au Vietnam, c'est un projet à 1,5 milliard de dollars qui est signé en pleine négociation commerciale. Simple coïncidence ou conflit d'intérêts? La question se pose. Et puis il y a les cadeaux. Et là, on entre dans une autre dimension. Le plus spectaculaire, c'est sans doute ce Boeing 747, offert par le Qatar, d'une valeur estimée à 400 millions de dollars. On ne parle pas d'un petit avion de tourisme, c'est un véritable palais volant. Donald Trump a lui-même dit qu'il serait stupide de le refuser, et il a promis de le donner à sa future bibliothèque présidentielle. Mais en attendant, la légalité d'un tel don fait énormément débat. Les gouvernements étrangers n'ont pas fait que des cadeaux, et ils ont aussi largement mis la main à la poche. On estime qu'ils ont dépensé au moins 13,6 millions de dollars dans les hôtels Trump. Rien que la Chine et l'Arabie Saoudite, à elles deux, c'est plus de 750 000 dollars. Alors, est-ce que c'est un simple choix hôtelier ou une façon de s'attirer les faveurs de Washington? C'est toute la question que posent les ONG. Et ce fameux Boeing, eh bien ce n'était que la partie émergée de l'iceberg. Une enquête du Congrès a révélé plus de 250 000 dollars de cadeaux qui n'avaient pas été déclarés. Des clubs de golf en or du Japon, des sabres d'Arabie Saoudite. Pourtant, la loi américaine est très claire, tout cadeau de plus de 500 dollars appartient à l'État. Une règle qui, d'après les enquêteurs, a été contournée de nombreuses fois. Allez, on passe maintenant à la dernière frontière, la plus moderne et peut-être même la plus lucrative de toutes, l'univers des crypto-monnaies. C'est un domaine dans lequel Donald Trump s'est engouffré massivement. Là, l'idée est peut-être la plus audacieuse de toutes. Donald Trump a carrément lancé une crypto-monnaie à son nom.
Et la répartition des jetons, elle, est très parlante. 80% sont contrôlés par des entités qui sont liées à sa propre organisation. Du coup, chaque transaction leur rapporte des frais. On parle d'un total estimé à plus de 324 millions de dollars depuis le lancement. C'est la monétisation directe de l'image présidentielle. Et bien sûr, l'entourage suit le mouvement. Melania Trump lance elle aussi sa propre crypto. Sauf qu'il y a un détail assez troublant. Juste avant l'annonce publique, des traders visiblement bien informés achètent massivement cette monnaie et empochent au passage 100 millions de dollars de profit en quelques instants. Un timing qui soulève d'énormes soupçons de délit d'initié. Au final, le résultat est juste stupéfiant. D'après l'agence Bloomberg, en seulement quelques mois, Donald Trump aurait empoché plus de 500 millions de dollars grâce aux crypto-monnaies. Ça inclut ses propres monnaies, ses collections de NFT et ses investissements personnels. C'est un business qui s'est avéré extrêmement lucratif. On arrive maintenant à la dernière partie. Face à tout ce qu'on vient de voir, quelles sont les conséquences sur le plan éthique et sur le plan judiciaire? C'est un débat qui est complexe, avec deux visions qui s'affrontent totalement. D'un côté, on a les ONG et les opposants politiques qui l'accusent de conflit d'intérêts, d'enrichissement personnel et d'avoir violé les normes éthiques les plus basiques. Et de l'autre côté, on a le camp Trump qui se défend en affirmant qu'en réalité il perd de l'argent en étant président et qu'il pourrait gagner beaucoup plus s'il se consacrait uniquement à ses affaires. Et c'est là qu'on touche au point crucial d'un point de vue légal. Parce que malgré les nombreuses enquêtes, les nombreuses plaintes, il faut noter qu'à ce jour, aucun juge ne l'a condamné spécifiquement pour corruption ou enrichissement personnel illégal en lien avec ses activités précises. Et on termine donc avec cette question qui, finalement, résume tout l'enjeu de cette histoire. Une fonction publique, même la plus haute qui soit, peut-elle être gérée comme une affaire privée? C'est la réflexion que toute cette situation nous impose.